Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Pascal Horry, qui a écrit un livre que nous avons déjà présenté dans Royaliste. Qu'est-ce qu'une nation? C'est un sujet naturellement qui nous intéresse au plus haut point. Je vais lui passer la parole, lui demander de présenter au moins certains aspects de ce livre tout à fait considérable, et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Cher monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bertrand Melin. Merci à toutes et à tous, présents ou à distance. J'ai compris que j'avais à peu près 3/4 d'heure, suivi une longue discussion avant que je ne regagne Chartres, les Pénates. Oui, c'est un livre qui semble avoir recueilli un certain écho, et j'en suis content parce que, je m'en explique au début du livre, c'est un livre longuement médité. Disons que j'ai commencé à en composer les éléments il y a une quarantaine d'années. Voilà. Il faut être patient, mais je fonctionne souvent comme ça. Donc j'ai des livres en parallèle. Mais celui-là, ce n'est pas simplement un livre en parallèle, c'est quelque chose comme une petite musique que j'ai conservée avec moi, et je l'explique aussi rapidement au début, à partir de discussions. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, je pense que ça venait de plus haut, de discussions que j'avais aux alentours de 68, avec des camarades de mon âge, parmi lesquels figuraient, puisque je suis né en Bretagne, des nationalistes bretons. Et au-delà, d'ailleurs, je me rappelle très bien une discussion fin 68, je précise que je suis né en 48, donc je suis un 48A, je suis donc un 68A à l'âge de 20 ans. Bon, c'est un lourd héritage, mais dont je suis assez content, à vrai dire. Et donc, je me rappelle de discussions que j'avais avec certains de ses camarades, mais pas tellement d'ailleurs avec les nationalistes bretons. Ceci posé, ça me permettait d'avoir une perspective, parce que j'interrogeais tout de suite la notion de nation bretonne, en disant, bon, écoutez, nation bretonne, ça se discute peut-être, etc. Ce qui ne se discutait pas à cette époque-là, c'est pour ça que je pars, ça va au-delà d'anecdote, évidemment, de ce moment-là, c'est que la nation, pour des jeunes, comment les appeler, des jeunes pas intellectuels, mais des jeunes de profession intellectuelle, c'est-à-dire des étudiants qui étaient en train de se diplômer, dont certains ont, entre guillemets, fait de la politique, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Les autres sont tout simplement devenus des cadres de la société française, hein, dans tous les domaines. Celles-là, clairement, considéraient que la nation était totalement hors jeu. On est en 68, dans ces milieux-là, qui ne sont pas la France, mais qui sont quand même plus qu'un petit groupuscule. Ce n'était pas pour la plupart des militants, hein, c'était une sensibilité comme ça. La nation était hors jeu parce qu'elle avait tout faux, elle était d'avant, c'était le passé. Ça avait été très important, certainement, au XIXe siècle. D'ailleurs, j'étais étudiant en histoire, donc j'étudiais la question des nationalités au XIXe siècle, donc sous-entendu, pas tellement au XXe, encore moins à la fin du XXe siècle, encore moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Le sens de l'histoire, c'était l'internationalisme. Et il y avait effectivement, je reviens là-dessus, une grande utopie qui avait été posée sur la table en 1917 et qui avait vaincu le fascisme, etc., en 1945, qui s'appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et plus tard, quand j'ai travaillé cette question, j'ai beaucoup travaillé cette question à Sciences Po, dans des séminaires, à l'école des hautes études en sciences sociales, à la Sorbonne, à Paris 1, où j'ai terminé ma carrière universitaire il y a quelques années. Bon, à un certain moment, je consacrais une année ou deux à qu'est-ce qu'une nation, déjà. C'était pas simplement parce que Renan est d'origine bretonne aussi. Et c'est vrai qu'un des tests que je faisais, c'était de poser sur la table Union des républiques socialistes soviétiques, qu'est-ce que ça vous évoque? Et au bout d'un certain temps, quand même, les étudiants disaient, mais monsieur, effectivement, c'est une expression qui n'est pas géographique. Ou alors, elle est planétaire. C'est-à-dire que le monde entier a vocation à devenir une union de républiques socialistes soviétiques. Il n'y a pas un gramme de topographie là-dedans. Donc vous avez une grande utopie, au sens étymologique du terme, pas de jugement de valeur, qui se pose en 1917, qui fait partie des vainqueurs de 1945, et le sens de l'histoire, bon, Georges Perec a dit à peu près à ce moment-là, l'histoire avec sa grande H, c'était pas simplement un grand H, mais sa grande H, bah, c'était l'internationalisme, hein,
Et ça se voyait bien, c'était la guerre du Vietnam, donc l'impérialisme américain, la juste lutte du peuple vietnamien, etc. La chute de Saigon, 1975, qui suit de peu, à quelques jours près, la chute de Phnom Penh, ce qui déjà donne une autre coloration. Bon, c'était ça le sens de l'histoire. L'histoire partait de la Révolution d'octobre et aboutissait à ce qui sera en 1975 la chute de Saigon. Vous voyez très bien quel était le sens de cette histoire. La nation, là-dedans, manque. C'était le passé. Le présent, 68, pour beaucoup de mes contemporains, c'était l'internationalisme. Alors, je ne reviendrai pas, on pourra en discuter sur les variantes. Hein. Là, c'est la variante, disons, marxiste-léniniste. Il y avait des variantes plus centristes, peut-être, de tout ça. Bon, voilà quel était le sens de l'histoire. La nation, coup de chapeau, mais passé. Deuxième point du procès fait à la nation à ce moment-là, c'est que c'était le mal. Parce que la nation générait le nationalisme, qui générait la xénophobie, qui générait le racisme. Et troisièmement, ça c'était plus subtil, c'était destiné justement à des historiens, à des politologues, à des intellectuels, enfin à des professions intellectuelles, parce que je ne confonds pas profession intellectuelle et intellectuelle, j'ai consacré un livre là-dessus, à ça. C'était de dire, en plus la nation c'est mystificateur parce que c'est construit. C'est construit. Et il y a eu dans les années 70, d'ailleurs à mon avis à la fin de ce grand mouvement, à la fin en France, des 30 Glorieux, etc., on a eu un certain nombre de textes qui sont souvent ressortis encore aujourd'hui. C'est Benedict Anderson, c'était ensuite Gardner, bon, il y aura même à l'extrême fin des textes postérieurs de peu à la chute du mur de Berlin qui continuaient à dire, oui, au fond c'est une mystification, la nation, puisque c'est une construction qui se superpose artificiellement à la réalité qui serait l'économico-sociale. Pour ne pas dire l'économico, pour ne pas dire le techno-économique. Ça, c'était plus subtil et ça a donné, par exemple, la notion qu'on vous ressort toujours de communauté imaginée. Benedict Anderson, c'était la nation, oui, c'est une communauté imaginée. En anglais, imaginée, imagined, community. Ce qui a été traduit en français par communauté imaginaire, c'était déjà un petit biais. Hein. Bon, vous voyez l'intention. Donc, on en était là, j'en étais là, mais je n'étais pas le seul, dans les années 60 finissantes. Et franchissons, non pas les siècles, mais les décennies, ce que je viens de vous dire est à l'état de cendre aujourd'hui. Absolument cendre. Parce que, évidemment, la nation est plus présente que jamais. J'ai évoqué la chute du mur, mais bien entendu, il fallait remonter plus haut. C'est-à-dire que, ça je dis dans le livre, il faut reconsidérer l'histoire du XXe siècle, même en s'arrêtant en 75 et en remontant vers le début du XXe siècle, sous l'angle, au contraire, du renforcement de l'identification nationale comme moteur de l'histoire. Évidemment, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le Congrès de Vienne a eu comme réponse symétriquement inverse le Congrès de Paris. On parle beaucoup du Congrès de Vienne, on parle peu du Congrès de Paris, c'est-à-dire Paris 1919, après la Première Guerre mondiale. C'est le triomphe du principe national, hein, l'effondrement des empires, etc. Donc, le national triomphe après la guerre de 14-8, ça va de soi, mais on pouvait encore le concéder. Mais alors après 45, ben oui, bien entendu, après 45, le mouvement dit de décolonisation. Alors ce que je dis dans mon livre, c'est que l'historiographie nous a appris, d'ailleurs, sans forcément y penser, mais c'est un biais, à dire qu'il y a un moment qui s'appelle la décolonisation avec un grand D, et on le situe après la Seconde Guerre mondiale. Le modèle étant à ce moment-là, par exemple, Inde, Pakistan, et puis on a Israël, et puis on a les mouvements de décolonisation qui concernent en particulier la France, mais aussi l'Angleterre, l'Espagne. Bon. Or, au fond, le mouvement de décolonisation, premier constat qu'il faut faire, c'est un mouvement de libération nationale. Et mes contemporains de 68, s'ils étaient vraiment très militants, donc c'est une minorité, ils avaient éventuellement défilé quelques années auparavant, ou leurs parents, ou leurs aînés, pour soutenir, drapeau éventuellement à la main, la juste lutte du peuple algérien au nom d'un front de libération nationale. Et puis pour le Vietnam, ma génération défilait au nom, alors c'était la traduction française d'un terme vietnamien, c'était ça, d'un front national de libération du Vietnam Sud. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas vu qu'il y avait le monde national. Non, mais c'est un cas d'aveuglement intellectuel assez extraordinaire. Donc le national était déjà quand même considérablement présent, et il allait l'être encore plus avec la crise de l'Empire soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique,
Et d'ailleurs, ces proclamations, ces autoproclamations d'identité nationale, dans un cadre soviétique, nous en parlions avec Bertrand Renoir tout à l'heure, parce que lui et moi, nous partageons une petite manie, c'est que nous sommes allés quelquefois, lui beaucoup plus que moi, en Asie centrale. En Asie centrale, aujourd'hui, vous voyez, non pas naître des nations, on n'en est plus là, mais se construire, reconstruire une identité nationale au Tadjikistan, au Turkménistan, au Ouzbékistan. Lui connaît bien l'Ouzbékistan et encore plus le Tadjikistan. Moi, c'est simplement l'Ouzbékistan. Nobody's perfect. Donc, et c'est vrai que vous êtes devant des États-nations qui, depuis la chute de l'Empire soviétique, se construisent comme sur un modèle qu'on a connu au XIXe siècle, en France ou ailleurs, évidemment. Donc, le national est plus que jamais présent. Et ce n'est pas d'ailleurs, à mon avis, la crise de la pandémie qui démentira. J'ai écrit ce livre avant la pandémie, par définition, puisqu'il est longuement mûri, mais je me permets de faire une référence vers la fin sur le fait que l'année 2020, et je ne pouvais pas en dire plus, il est sorti à l'automne 2020 ce livre, mais l'année 2020 allait être, et je le confirme maintenant, ce n'est pas très original, l'année de deux choses, l'année d'un virus qui est en soi la preuve de la mondialisation. Bien entendu, la mondialisation explose partout, y compris sur ce plan-là, et en même temps l'année du Brexit. Et donc, quand on est dialectique, il faut tenir compte des deux. Et la conclusion que je retire, même si la logique du Brexit est évidemment antérieure à la pandémie, etc., c'est que la mondialisation ne produit pas de mondialisme. Ça, j'en suis absolument convaincu, et plus que jamais. Bref, j'ai commencé par évoquer cette première erreur, je passe rapidement sur la seconde, mais ça me permet quand même de préciser ce qu'on trouvera dans mon livre en cours de route. On y trouvera, entre autres, un retour sur la notion de nationalisme, auquel vous ne pouvez pas manquer d'être sensible, parce que, pour moi, bon, d'abord, il y a une ambiguïté sur laquelle je ne m'éterniserai pas, sur le nationalisme, y compris quand je participais à des cours, j'étais étudiant, ces cours sur ce qu'on appelle la question des nationalités, etc., les mouvements nationaux qu'on qualifiait souvent de nationalisme, au sens de mouvement de libération nationale. Et puis, il y avait le nationalisme au sens de, tiens, Maurice Barrès. Alors, bon, déjà, il y a cette ambiguïté-là. Moi, ce qui me paraît évident, c'est que la seconde acception du nationalisme, celle qui m'intéressait, et dont on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, il y a en particulier un non-candidat aux élections présidentielles, dont on parle beaucoup, je ne vais pas citer. Et le nationalisme, c'est une cristallisation politique nettement postérieure à la cristallisation du national. Parce que je vais revenir sur la grande chronologie que je propose, qui fait partir la dynamique du national du XVIe siècle. On va simplifier, on va remonter au déluge. Je ne suis pas de ceux qui pensent que, j'étais le collègue de Colette Beaune, qui pense qu'il faille utiliser le concept de national au Moyen-Âge, bon, mais je m'en explique. En revanche, je précise tout de suite qu'en revanche, un concept qui fonctionne à tous les âges, c'est le concept de patriotisme. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais la patrie, c'est pas la même chose que la nation. Et je donne une réponse à la question. Hein. Qu'est-ce qu'une nation? Ce serait malhonnête de titrer un livre Qu'est-ce qu'une nation et de ne pas donner une réponse, quitte à s'exposer à la critique. C'est-à-dire, je dirais, commercialement, on pourrait rapporter au libraire le livre en disant, mais écoutez, il pose une question, il répond. Je vous rassure, je réponds, et même pas au milieu, je réponds plutôt vers le début. Donc, je vous fournirai ma propre réponse tout à l'heure. Donc, le nationalisme, c'était la réponse à cette objection numéro 2. La nation, c'est le mal, parce qu'elle produit du nationalisme. Le nationalisme, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est une cristallisation, dans un deuxième temps, à partir d'un acquis, qui est l'acquis du national. Vous avez un mouvement national qui part d'ailleurs d'un certain coin de la planète, qui part d'Occident, qui part même d'Europe, et puis qui se répand. Bon, une bonne partie du livre est consacrée à cette dispersion du national. Un des pays dont je parle le plus, parce que je parle certes de la France, mais pas tant que ça, et très volontairement, c'est la Turquie. Alors là, je consacre pas mal de pages au cas turc. C'est fascinant de passer de l'Empire ottoman à la Turquie. Bon. Et j'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses le jour où j'ai découvert que le mouvement jeune turc s'était créé dans la clandestinité, évidemment, mais c'était créé à Constantinople, évidemment, ou plutôt à Istanbul, comme on disait au XIXe siècle. Quel jour? Le 14 juillet 1889. Voilà ce que c'est que la dispersion du modèle. Vous avez un modèle français, eh oui. Et on ne comprend rien à Mustafa Kemal si on ne pense pas à la référence française. La référence allemande, bien sûr, mais la référence française. Donc, le national remonte, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure,
non pas la plus haute antiquité, comme dit Alexandre Vialat, mais grosso modo au XVIe siècle, j'essaie de démontrer comment, se répand en Europe occidentale, en Occident, en tout cas certainement en Europe, et même effectivement en Amérique du Nord, dès le XVIIe, XVIIIe siècle. Et en revanche, le nationalisme est une idéologie moderne qui, pour simplifier, emprunte des éléments à une gauche qui est nationale. La nation, pour moi, vient de la gauche, ça c'est tout à fait clair, puisqu'elle est fondée sur la souveraineté populaire, mais l'associe à des configurations de politique intérieure qui amènent à créer une idéologie nationaliste qui permet de regrouper des éléments qui viennent de la, entre guillemets, droite et la entre guillemets, gauche. Il y a un génie du nationalisme sur ce plan-là, mais qui conduit effectivement à faire de ce nationalisme quelque chose qui est assez volontairement fermé et qui établit surtout des clivages au sein de l'État-nation. Pour simplifier, si le mot apparaît, dans tous les cas, rencontre sa première grande fortune en France et pas ailleurs, c'est pas tout à fait par hasard, parce que, compte tenu de son histoire, l'État-nation français peut s'adosser à un héritage pré-national, parce que la monarchie, qui fait que la question de l'État-nation est assez vite résolue. Bon, après, la manière dont on va la traduire, cette question, est très différente suivant qu'on est Louis-Philippe ou Napoléon III, par exemple. Mais il y a une question qui reçoit une réponse. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus pénible dans d'autres pays. Donc là, la France a, au fond, sous la Troisième République, résolu la question de l'État-nation, mais pas la question du régime. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous avez de nouvelles configurations politiques qui interviennent, dont la configuration nationaliste, qui voit converger des éléments, pour simplifier, de la gauche et de la droite. Moi, ce qui m'avait toujours frappé, puisque je suis né, j'ai grandi à Rennes, le grand homme né à Rennes s'appelle le général Boulanger, c'est dans la ville quand même, pour se flatter. Et autour du général Boulanger, vous avez, pour simplifier, des monarchistes populaires et des anciens communards. Et on ne parle jamais des anciens communards. Et vous avez, je dirais, 40%, c'est un chiffre absurde, mais pour donner une idée, 40% des blanquistes qui sera lié à Boulanger. Donc ça, on ne le dit jamais. Bon, bref. Donc le génie des nationalistes, c'est ça. Et donc, c'est pas ce qu'on dit, c'est plus compliqué que ça. Et du coup, il n'y a aucune raison d'indexer la nation sur la xénophobie, etc., puisque la nation, c'est d'abord la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, ça peut produire de la xénophobie, mais pas automatiquement. Et au contraire, des acceptions beaucoup plus ouvertes de la nation. La France en a donné l'exemple à plusieurs reprises. Et puis la réponse à la troisième critique qu'on pouvait faire de la nation, c'était construit. Alors là aussi, ça s'est effondré à l'état de cendre. Parce que ce que l'historiographie contemporaine, je crois, a assez légitimement montré, et personnellement, j'ai essayé de construire un objet qui s'appelait l'histoire culturelle, qui s'appelle l'histoire culturelle, qui fonde l'analyse des sociétés sur les systèmes de représentation. Alors, la nation, c'est un système de représentation très efficace. Eh bien, l'idée que la nation, c'est une construction, mais c'est une simple évidence, et qui ne délégitime absolument pas le national, parce que tout est construit. Parce qu'à ce compte-là, l'internation, c'est drôlement construit. Le mondial, c'est l'humanité, c'est une construction. Bon, alors, c'est une concurrence de construction. Après, qui va gagner le concours, mais non, on ne peut pas utiliser ce concept et cette théorie pour délégitimer le national. Alors, à partir de là, effectivement, je me suis interrogé sur ce que pouvait être la nation d'après moi, non pas vraiment pour moi, mais d'après moi, et j'ai apporté une réponse qui, dans un premier temps, peut paraître rhétorique. Je consacre des dizaines de pages ensuite à l'expliquer. Pour moi, la nation, c'est un peuple avec un petit p qui devient le peuple avec un grand P. Traduction. Peuple avec un petit p, c'est l'histoire de l'humanité depuis la plus lointaine origine, avant même l'histoire, la préhistoire, jusqu'à aujourd'hui. À savoir que, et pour moi, la source est fondamentalement politique. Je pense que c'est un livre qui est tout à l'éloge du politique. La source est fondamentalement politique. Vous avez des communautés politiques qui se constituent pour des raisons diverses et variées, des rapports de force, peut-être une géographie, etc. Parce que pour moi, la question fondamentale pour le peuple avec un petit p, c'est la fameuse question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? J'espère que tous les matins, vous vous posez la question. Et appliqué à mon sujet, pourquoi y a-t-il des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens plutôt que rien?
ou plutôt qu'ils seraient tous lettons, ou ils seraient tous russes. Eh bien, ça s'appelle l'histoire, avec le grand H, grand H. Et donc, cette histoire produit des communautés qui sont politiques, donc religieuses, puisque ces communautés politiques ont besoin d'une symbolique spécifique qu'on va appeler, pour simplifier, religion, qu'on va appeler, pour simplifier, langue. Donc les deux grands systèmes symboliques que produit cette communauté politique, ce seront les systèmes linguistiques et les systèmes dits religieux. Alors, je ne vais pas revenir sur religio, mais bon, j'adopte l'hypothèse, quand même, qui est l'hypothèse romaine, que la religio, ce n'est pas ce qui relie, hein. C'est la relecture incessante d'un rituel. Fondamentalement, je pense que le religieux, c'est du rituel. Mais ça, c'est un autre problème. Dans tous les cas, un peuple, une religion. Un peuple, une religion. J'ai eu l'occasion récemment de travailler sur la question de la judéophobie. Il est évident que le peuple juif n'a pas une spécificité particulière dans l'Antiquité, bien qu'il fût devenu plus tardivement, comme le dit la Bible, parce que même, il a été très très longtemps polythéiste, le peuple hébreu. Mais monothéiste, ce n'était pas un problème. C'était le particularisme des Hébreux, c'est qu'ils étaient monothéistes. Et alors, pas de problème, un peuple, une religion, un peuple, une religion. Après, nous entrons dans une perspective universelle avec le christianisme, donc avec l'islam. Autre problème. Et voilà, nous avons le peuple qui est un petit peu. Et je viens de citer les Estoniens, il faut savoir que autant les Lituaniens ont une histoire repérable qui remonte au Moyen-Âge, autant à l'autre extrémité, les Est-Estoniens apparaissent sous ce nom-là quasiment seulement au XIXe siècle. Enfin, on voit bien que ces peuples avec un petit p ont une histoire plus ou moins lestée. D'ailleurs, je commence avec mes chers Barouillas, les Barouillas que Maurice Godelier a étudié, ce peuple de Nouvelle-Guinée qui a été inventé, c'est-à-dire découvert, comme un coup de pioche qui invente un trésor, en 1951, dans mes souvenirs, par des Australiens qui, au détour de la forêt de Nouvelle-Guinée, ont découvert qu'il y avait des Barouillas. Ils n'avaient jamais entendu parler des Barouillas, les Barouillas n'avaient jamais entendu parler des Australiens. Donc il faut partir de ça. Il y a des peuples, et bien entendu, la plupart des peuples ont disparu. D'abord, il y a des peuples d'avant l'histoire dont on ne sait pas même le nom, et puis, je ne vais pas discuter de la légitimité ou pas du terme de génocide, dans tous les cas, des massacres, des disparitions, ou tout simplement des dilutions de peuples, des métissages qui aboutissent à des dilutions, c'est la règle de l'histoire depuis toujours. Donc ces peuples, ça ne fait pas nation. Pour moi, pour qu'il y ait nation, il faut qu'il y ait le croisement avec la grande révolution politique des temps modernes, qui est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, je ne vais pas remonter là aussi les siècles, on peut y trouver plein d'origines, y compris chrétiennes ou pas chrétiennes. Bon. Non, la souveraineté populaire, elle devient un agent historique, en ce sens qu'elle fonde de nouveaux régimes politiques au XVIe siècle. C'est pour ça que j'accorde une certaine importance à la révolution néerlandaise, aux Provinces-Unies. Et puis pour simplifier, au XVIIe siècle, à la révolution de 1688, je dis bien 1688, c'est-à-dire, dans ma jeunesse, quand on disait révolution anglaise, on passait son temps à travailler sur Cromwell. Cromwell, c'est intéressant, y compris d'ailleurs pour l'émancipation des Juifs anglais. Mais enfin, Cromwell, c'est un échec. Ça se referme. Il y a eu une restauration. Et je ne sais pas où je l'apprendrai, mais s'il y a eu une restauration en 1814, c'est qu'il y avait eu restoration avant les Anglais, et que beaucoup d'émigrés, d'ailleurs, avaient passé un long moment en Angleterre. Donc vous avez bien entendu le mot restauration. Donc il y a eu une restauration, et 1688, c'est pas un retour à Cromwell, pas du tout. Hein. Ce qui fait que ce soir même, ce soir, le Royaume-Uni est encore fondé sur les institutions de 1688. Je crois que Mme Thatcher l'avait rappelé malicieusement ou méchamment lors du bicentenaire de la Révolution française en disant bah oui, nous autres, les Anglais, nous avons un siècle et un an d'avance. En tous les cas, voilà. La Révolution anglaise, ça dit beaucoup de choses. Pour simplifier, c'est la Révolution qui installe vraiment le régime parlementaire, la monarchie constitutionnelle, si on veut. Et puis la troisième révolution, c'est la Révolution américaine, qui est déjà une décolonisation. C'est là que je reviens à la question de la décolonisation. Je veux bien qu'on ait réservé à la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale le terme de décolonisation, mais qu'est-ce que c'est que la Révolution américaine, sinon une décolonisation contre le roi George, etc. Et puis l'Amérique latine. Donc les mouvements de libération nationale, bon, ils n'ont pas attendu 1945, évidemment. Ils sont là au XVIIIe siècle, ils sont efficaces, et là, effectivement, la logique démocratique est clairement posée plus loin. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'accorde une certaine importance, surtout à la fin du livre, aux déclarations fondatrices de la Révolution américaine, en particulier les
différents textes, dont, entre autres, Jefferson, que certains déboulonnent en ce moment. Enfin, Jefferson est quand même l'auteur de textes absolument fondamentaux dans l'histoire de l'humanité. Et puis la Révolution française n'arrive qu'en 4e. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et les 3 premières, là aussi c'était un test que je faisais avec mes étudiants, je leur disais, le point commun des 3 premières, c'est que ce sont des révolutions en milieu protestant. Et la 4e, la française, c'est une révolution en milieu catholique. Donc ça ne peut pas du tout ressembler, enfin, je n'entre pas dans le détail. En particulier, le résultat de ça, c'est que c'est en France que va naître cette notion très longtemps intraduisible dans d'autres langues, en l'anglais, la laïcité. Parce qu'effectivement, le modèle français de révolution, compte tenu en particulier de la condamnation par les papes, dans les années 1790 et suivantes, fait qu'il faut reconstruire du commun sur des bases tout à fait différentes de ces 3 premières révolutions néerlandaises, anglaises, américaines, qui s'adossent au protestantisme, qui n'ont pas de problème avec la religion qui étant la religion dominante et la religion protestante. Bref, il y a des modèles comme ça qui s'imposent, et je n'insisterai pas plus sur ce dernier point. Effectivement, il y a ensuite une sorte d'exportation du modèle national, et à chaque moment clé, au XIXe siècle, au lendemain de la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que le national est une ressource. Et je consacre une bonne partie de mon énergie à expliquer en quoi c'est une ressource, à commencer par être une ressource symbolique, c'est là qu'on rejoint l'allusion que je faisais tout à l'heure au symbolique. D'ailleurs, je disais à Bertrand Rodin tout à l'heure, le prochain livre que je compte, non pas écrire, mais terminer, c'est le principal problème, dans cette collection, s'appellera, en tous les cas s'appelle pour les enfants, Emblème, monument rituel. Et ça sera un essai qui est pas mal déjà écrit sous forme d'article, etc. Un essai d'histoire des politiques symboliques dans les sociétés modernes. Donc, il y a un imaginaire, pour le coup, effectivement, ou une imagination symbolique très forte, et j'insiste beaucoup sur les enjeux qui résident dans des éléments aussi essentiels et inaperçus à la fois que le nom de la nation. C'est pour ça que je consacre plusieurs plages au cas de la Macédoine, un cas extraordinaire, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais Pakistan, l'invention du concept de Pakistan, on voit très bien ce qu'on peut en dire. En quoi d'ailleurs ça génère un rapport au territoire qui est évidemment très différent d'un mouvement national et ensuite d'un État-nation, puisque l'objectif du mouvement national c'est de produire un État-nation, ça ne se produit pas toujours, mais ça s'est produit beaucoup, et ça continue sous nos yeux, parce que qu'en est-il de l'avenir de l'Écosse, qu'en est-il de l'avenir de la Catalogne, j'allais dire qu'en est-il de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, etc. Le Kurdistan. Donc, toujours d'actualité, cette symbolique du nom, liée au territoire, liée aussi à la capitale. C'est très intéressant de voir comment... alors là, on passe à l'État-nation. L'État-nation va se forger une capitale qui peut être héritée, mais qui peut être au contraire complètement, là pour le coup, construite, sur le modèle de Washington DC. Mais le modèle de Washington a produit énormément jusqu'à Astana, Astana, le Kazakhstan. Bon, c'est très intéressant de voir quels sont les pays qui ont besoin de déplacer leur capitale. Bon, pour le Kazakhstan, je ne vous apprends rien, mais ça consiste à dérussifier le Kazakhstan. Donc, dans un premier temps, on dérussifie, j'allais dire bêtement. Après, on reconquiert géographiquement les terres du nord-ouest et que les Russes abandonnent peu à peu, bien sûr. Et le déplacement de la capitale Astana a aussi ce sens-là. Bon. Donc, le symbolique est là, mais on voit bien que ça va au-delà du symbolique, ça produit de l'économique, du géopolitique, etc. Je reviens sur, effectivement, aussi le fait que tout ça produit du mythologique. Pour moi, le mythologique, c'est tout à fait neutre, c'est même un mythe favorable. Le mythe, le mythos face au logos, pour moi, d'abord, c'est une narration. C'est en ça que ça se distingue du logos. C'est un récit collectif. Enfin, collectif au sens où il y a bien entendu des individus qui contribuent à le forger, mais ça ne fonctionne que si c'est pris en charge par le collectif, par ceux qui veulent faire du commun avec ça. Et c'est un récit qui donne du sens à un destin, enfin, qui transforme une aventure en destin. Et donc c'est tout à fait intéressant de voir comment fonctionnent les mythologies nationales. Quelles sont les institutions qui se posent à cette... Alors, le XIXe siècle est merveilleux. Prenez par exemple le cas de la Bohème, donc, qui va devenir la Tchéquie, bon, c'est tout à fait exemplaire.
Et comment d'ailleurs tout ça va être peu à peu acculturé, y compris par les empires en crise. Bon, c'est très clair pour l'Empire russe. Ce qu'on appelle la politique de russification, c'est l'intégration du national par un empire qui a rejeté le national, par définition, et qui se sent menacé de toutes parts, parce qu'il y a des Polonais, il y a des Ukrainiens, etc., et qui va essayer de russifier, ce qui va dire aggraver le divorce avec les Finlandais, par exemple. À partir de ce moment-là, vous avez cette ressource qui fait que la nation est un système de plus en plus sophistiqué. De plus en plus sophistiqué quand on glisse des expérimentations du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Je passe d'ailleurs rapidement sur l'expérimentation corse, qui est intéressante, mais qui justement échoue, en tous les cas échoue à l'échelle du XVIIIe siècle, mais ça dit peut-être beaucoup de choses. L'échelle breton, à mon avis, est beaucoup plus ancien. Il est pré-national. Mais on peut en discuter tout à l'heure, évidemment. Et puis je termine mon ouvrage en faisant un état des lieux, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, en distinguant, c'est une typologie élémentaire, des cas d'État-nation dont on peut dire qu'ils ont atteint un point d'équilibre qui n'est pas pour l'instant remis en cause. Je ne suis pas prophète. Bon. Alors je prends l'exemple d'un pays qui d'ailleurs a subi encore récemment, et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, une violente bourrasque, mais pour moi c'est absolument exemplaire, surtout quand on considère les conditions d'accession à l'indépendance nationale de ce pays, c'est la Norvège. Voilà. Comment ça prend presque pile un siècle, on passe d'une domination suédoise à l'indépendance sans une goutte de sang, sans que soit versée une goutte de sang. Alors, si ça vous intéresse, on pourra en parler tout à l'heure, mais ça s'explique. Oui, ça s'explique a posteriori, c'est plus facile d'expliquer a posteriori. C'est que, bon, d'abord il y a le cas où le dominant partage avec le dominé le même système symbolique, c'est-à-dire la religion luthérienne, ça c'est quand même très important. Alors je consacre, puisque j'ai évoqué le protestantisme, une certaine place au rôle du protestantisme comme levier de cette modernité politique. Et puisqu'on parle de langue, je voudrais signaler au passage que s'il y a une Finlande aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Luther. Je simplifie. C'est-à-dire que les Finnois, vous savez qu'il ne faut pas confondre les Finlandais et les Finnois, parce qu'en Finlande, il y a des Finnois, une minorité suédoise, pour simplifier. Même il y a aussi les Sams, on l'appelait autrement. Et donc, les Finnois étaient dominés par les Suédois. Les Suédois choisissent le luthéranisme et les Finnois adoptent aussi le luthéranisme. Donc, immédiatement, les textes sacrés, à commencer par la Bible, sont traduits en finnois. Donc la langue finnoise devient une langue sacrée. Les Irlandais restent catholiques, le gaélique. On ne va pas traduire, au XVIe siècle, la Bible en gaélique. Et d'ailleurs, vous constaterez que la langue celtique qui est la plus vivace, c'est tout est relatif, c'est le gallois. Et effectivement, on voit très bien, c'est plus compliqué déjà en Écosse, mais on voit très bien comment les textes sacrés, à commencer donc par l'Ancien et le Nouveau Testament, ont été très vite traduits en gallois. Ça donne un autre statut à la langue. Et en tous les cas, s'il y a une identité finlandaise aujourd'hui, c'est en grande partie parce que le finnois a pu disposer très vite d'une légitimité religieuse qui s'est transmise après à la littérature, etc. N'oublions pas que Luther fait partie de l'histoire de la littérature allemande, sa traduction de la Bible en langue vernaculaire. Bref, il est évident qu'aujourd'hui, vous avez, à travers des cas comme la Norvège, il y a des centaines, peut-être pas des milliers, des dizaines d'États-nations qui ont à peu près trouvé leur vitesse de croisière, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas menacés, enfin, les identités nationales ne sont pas menacées sur d'autres plans. D'accord, ça on pourra en parler dans la discussion. Et puis vous avez le cas d'un certain nombre de situations nationales problématiques, et là j'en distingue plus. On ébauche la typologie, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il est évident que vous avez à l'extrême limite des États-nations qui ont vérifié expérimentalement que ça ne tenait pas. Je suis de ceux, enfin non, je suis même le seul à oser dire que, après tout, l'histoire est une science expérimentale. Bon, c'est contre-intuitif. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous passons notre temps en histoire à étudier des expérimentations et que nous voyons, au fond, alors, expérimentations économiques, politiques, culturelles, pas que politiques, hein. Et nous voyons si elles réussissent complètement,
c'est sans racine, si elles échouent complètement, ou si, ou si elles échouent au bout d'un certain temps. Par exemple, l'URSS, c'est une expérimentation extraordinaire, grandiose, qui échoue au bout d'un certain temps. Bon, j'appelle ça un peu une science expérimentale. On regarde. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais on constate. Et moi, ce que je constate, par exemple, c'est que dans ma jeunesse, avant 68, donc encore remontons les siècles, les années 50-60, en cours de géographie, personne ne nous posait le problème, et non se posait évidemment pas le problème, de la notion de Tchécoslovaquie, ni de la notion de Yougoslavie, qui étaient des noms presque un peu bizarres, quand on y réfléchit postérieurement, mais ça allait de soi, ça y est, bon, voilà. Ah ben non, ça n'allait pas de soi. Et évidemment, la manière, vous constaterez, dont la Tchécoslovaquie a éclaté et la manière dont la Yougoslavie a éclaté sont deux manières très différentes, parce que vous avez deux cultures politiques différentes. Il y a un cas où c'est sanglant, et un cas où c'est pas sanglant. Bon, c'est quand même intéressant de s'interroger là-dessus. Et puis, vous avez des pays dont on peut s'interroger sur l'identité nationale, comme la Belgique. C'est vrai. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Moi, j'avoue que le jour où j'avais découvert dans un autre filet des années 70 que dans un monastère belge, puisque l'identité belge, comme vous savez, elle est religieuse. C'est-à-dire, c'est la partie des Flandres qui est restée catholique, pour simplifier, par rapport au pays. Le problème linguistique n'existe pas dans cette perspective. Les élites parlent toutes français. Bon. Mais, XXe siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, bon, ça change. Et quand j'avais lu dans cette petit entrefilet, dans un journal, je pense que c'était dans Le Monde, mais peu importe, qu'on avait été obligé de séparer en deux. C'était pas encore la bibliothèque de l'université de Louvain, c'est bien connu. Non, au sein d'un monastère, des moines qui ne pouvaient plus rester moines ensemble parce que les uns étaient wallons, les autres étaient flamands. Alors, bon, voilà, finissent Belgique et la Belgique est foutue là, parce que c'est ça. Donc, il y a une vraie question, évidemment, de l'identité belge aujourd'hui. Et je me permets de faire un parallèle. Alors, je n'ai pas eu de réponse, sans doute parce qu'on ne l'a vu pas, de la part de lecteurs belges. Et dans le même chapitre, je traite de l'Irak, en disant, écoutez, la situation actuelle de l'Irak est très problématique. Vous avez déjà un Kurdistan qui s'éloigne grâce au protectorat américain, d'accord, qui s'est nettement autonomisé. Puis d'autre part, vous avez une purification ethnique à base religieuse entre sunnites et chiites. Donc, à se demander ce que peut devenir l'Irak avec trois entités. Donc, alors, bien entendu, Bagdad, c'est une solution, mais c'est une solution plutôt pour les chiites et les sunnites que pour les kurdes. Enfin bref. Donc, nous avons aujourd'hui sous nos yeux des tentatives d'État-nation, parce que, bien entendu, l'Irak, invention qui s'appelait d'ailleurs, vous savez, la Mésopotamie, au départ, dans les années 20, ça s'appelait la Mésopotamie, puis c'est devenu assez vite l'Irak. L'Irak, résultat d'une géopolitique dominée par les puissances occidentales, est aujourd'hui un pays qui est proche de l'éclatement. Voilà. Et puis, j'aborde d'autres questions, en particulier celle d'identité nationale qui n'atteignent toujours pas le stade de l'État-nation, parce que les rapports de force géopolitiques, c'est tout simplement ça, leur sont défavorables. Le plus grand exemple pour la période actuelle, c'est les Ouïghours. Parce que les Ouïghours ont tout, normalement, pour devenir une république d'Asie centrale. Eh bien non. Et à l'heure actuelle, la question ouïghour est réglée, comme vous le savez sans doute. Elle est réglée par la démographie, la colonisation majoritaire par les Han. À partir du moment où vous avez nettement plus de Han que de Ouïghours dans cette région chinoise, la question semble réglée. Vous savez que dans ces cas-là, la seule chance qu'on ait dominé, c'est qu'il y ait un effondrement du pouvoir central. Y aura-t-il un effondrement du pouvoir central chinois? Bon. C'est pas d'ailleurs complètement exclu quand on voit la manière dont ça se tourne en ce moment, avec la remaoïsation de la Chine. Et à ce propos, j'expose aussi le fait qu'à partir d'un destin historique ou d'une culture commune, on peut aboutir à des formes, moi je n'hésite pas à dire d'États-nations différentes, et en particulier il y a 3 États-nations chinois différents. Vous avez la Chine populaire, vous avez Taïwan, dont on reparle en ce moment, mais dont les Français, les standards se fichent complètement, ils ont bien tort, et le troisième, je consacre beaucoup de pages au Méditerranée. Et puis, dont je rappelle que la grande figure était un Chinois converti au protestantisme, parlant couramment anglais, médecin, etc. Donc, la culturation là aussi. Et puis, Singapour, n'oublions pas Singapour. Ce sont 3 solutions différentes, compte tenu de la géopolitique, compte tenu des rapports de force
le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, pour simplifier, je termine mon ouvrage sur cet état des lieux. Et la conclusion consiste à dire que, contrairement à ce que pensait, non pas ma génération, mais enfin une partie de ma génération, il y a un demi-siècle, le national reste non seulement une ressource, mais à mon avis, la grande ressource des peuples, petit p ou grand P, contemporains. Et j'insiste sur le fait que cette grande démonstration de mondialisation qu'est la pandémie ne change rien à l'affaire, au contraire, pourrait même favoriser les cristallisations de cette nature. J'ai bien conscience d'être très rapide, hein, ce que je dis, très schématique. Bon, j'essaye d'être un peu moins schématique dans le livre. Je serai encore moins schématique en discutant avec vous. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole. Je vous en prie. Alors, question de François, j'ai du mal à voir comment s'appliquent vos analyses au cas des pays d'Amérique du Sud qui se sont créés par partition d'un ensemble dont le seul but était de satisfaire les ambitions d'une élite espagnole sans se préoccuper des peuples qui a imposé une seule religion, une seule langue. Comment faites-vous pour entrer ce continent dans vos analyses? Je l'entre d'autant plus facilement qu'il n'est pas le seul qui répondrait à ce genre de spécification, parce qu'après tout, l'Afrique subsaharienne, on pourrait dire que ce sont des découpages coloniaux complètement arbitraires, hérités donc du dominant antérieur. Et moi, je vous dis que nous assistons à l'enracinement de certaines identités nationales en Afrique subsaharienne, c'est tout à fait clair. Si vous vous intéressez un peu au Burkina Faso, par exemple, c'est très intéressant de voir quelle a été la spécificité du destin de ce pays. Étant entendu qu'à l'heure actuelle, il y a une hypothèse universaliste qui menace et le Burkina Faso, et le Mali et le Niger, etc., qui s'appelle l'islamisme. Bon. Mais ce n'est pas spécifique à l'Amérique latine. D'abord, votre correspondant sera d'accord avec moi pour dire que le Brésil, là, effectivement, il n'y a pas eu d'éclatement lié aux conditions très spécifiques de l'indépendance brésilienne, dont je ne vous l'expliquerai pas, vous la connaissez comme moi. Donc déjà, on voit très bien quelle est la logique qui préside à l'autonomisation du destin du Brésil, ce qui est déjà un gros morceau d'Amérique latine. Ensuite, les autres colonies, c'est d'ailleurs très intéressant de voir, au fond, c'est ce que je disais pour les Estoniens, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a, non pas, ça a été une tentative qui a échoué, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande république d'Amérique centrale? Mais il y a le Costa Rica, le Salvador, le Honduras, le Guatemala, le Nicaragua. On voit bien que ce sont des héritages des institutions espagnoles. C'est-à-dire que là, comme ailleurs, vous avez des institutions espagnoles qui viennent, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, qui viennent de la superposition de deux couches, la couche de la première colonisation, de la colonisation 16e, et puis vous avez les réformes sous les Bourbons au XVIIIe siècle, qui vont d'ailleurs paradoxalement accélérer l'explosion de l'Empire, parce que ce sont des réformes modernistes, à marche forcée, et que ça passe ou ça casse. Et là, ça va plutôt casser. Sauf qu'il en est resté une géographie politique qui s'inspirait de l'héritage espagnol, et qui explique pourquoi il y a un Salvador et un Honduras. On peut se dire, mais mon Dieu, pourquoi y a-t-il un Salvador et un Honduras? Et évidemment, l'expérience politique commune finit plus ou moins vite par forger des identités. Votre interlocuteur, mon interlocuteur, ne peut pas nier qu'il y a un destin mexicain tout à fait spécifique qui s'est forgé dans, d'abord, la lutte contre des tendances centrifuges qui auraient pu encore affaiblir un peu plus cette partie de l'ancien empire espagnol. Ça n'a pas été le cas, même s'il y a eu effectivement le départ du Texas et puis d'une certaine façon de la Californie, etc. Bon, d'accord. Et d'autre part, un rapport justement aux États-Unis qui, donc tout ça, une expérience aussi révolutionnaire précoce, tout ça a forgé une identité nationale mexicaine qui n'est pas niable. Bon. Alors, bien entendu, je serais prêt à regarder cas par cas, ce que je ne ferai évidemment pas ce soir, le destin spécifique de tel ou tel des États que je maintiens comme étant des États-nations d'Amérique latine, mais il suffit de se plonger dans l'histoire spécifique. Prenez la Bolivie, par exemple. Bon. La Bolivie, c'est pratiquement le dernier pays, ou même le Paraguay. Il est évident que l'expérience jésuite, par exemple, vous savez que le Paraguay, le guarani est une langue officielle. Bon, je ne veux pas dire qu'il soit aussi respecté que l'espagnol, mais enfin,
Il y a deux langues officielles au Paraguay, l'espagnol et le guarani. Bon, l'expérience jésuite a forgé une identité paraguayenne, à quoi s'ajoute la géopolitique qui fait que c'est un pays qui, par définition, ne pouvait pas manquer d'être victime de tous ses voisins, d'être un pays enclavé. La Bolivie, c'est un autre pays enclavé, mais qui a eu à un moment des débouchés maritimes. Enfin, tout ça fait que le destin bolivien, le destin paraguayen, le destin argentin, le destin chilien, le destin péruvien, restons à cela, n'est pas le même. N'est pas le même. Et pour l'essentiel, c'est quand même la géopolitique qui forge des destins différents, qui à leur tour forgent des cultures politiques différentes. Et je pense que la spécificité depuis 50 ans, en fait, parce que je dis beaucoup plus que 50 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de la Bolivie, sauf qu'il faut s'intéresser à la Bolivie. Il faut savoir qui est Paz Estenssoro, par exemple. Et puis, dans le reste, on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'Argentine. Absolument rien de rien. Bon, quelle est la proportion des immigrés par rapport aux autochtones? L'Argentine, c'est un pays d'immigrés, avec une marginalisation des autochtones, le Chili aussi. Enfin, voilà, une fois qu'on a dit ça, je crois on peut comprendre pourquoi, mais je suis bien d'accord. Ce sont, pour simplifier, des créoles qui prennent le pouvoir contre la métropole. On est d'accord, mais ça, c'est le point de départ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique sur 2 siècles. Voilà. Après, on peut discuter. Je mentionne à un moment le cas du Timor oriental. On peut se dire, mais pourquoi y a-t-il un Timor oriental plutôt que rien? La géopolitique a sauvé la mise aux nationalistes du Timor oriental parce que le pouvoir indonésien avait été obligé de lâcher du lest. L'identité, on le sait, vient de la colonisation portugaise. Mais la colonisation portugaise peut être balayée comme fétu de paille. D'autres. Mais là, cette identité culturelle, donc religieuse, etc., a tenu juste au moment où il y a eu un kairos, il y a eu une petite fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte, aujourd'hui ce serait fini, où le pouvoir indonésien s'est effondré. Mais vous constaterez, parce qu'une fois qu'on a dit ça, vous avez le contre-modèle, c'est-à-dire que la moitié de la Nouvelle-Guinée est complètement colonisée par les Indonésiens, et alors là, pour l'instant, le seul espoir, s'il y a un mouvement national papou du côté indonésien, ce serait qu'effectivement, la construction d'un État papou, Papouasie, Nouvelle-Guinée, incontestable, serve de modèle aux papous d'à côté. Sauf que, qu'est-ce que font les Indonésiens? Ils font ce que font les RAN, ils colonisent à grande échelle. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plus d'Indonésiens que de papous. Voilà. Mais moi, je vous dis que ça provoque des réflexions. Alain? Vous me pardonnerez si j'interprète mal vos propos, mais quand vous dites qu'il y a une nation à condition qu'il y ait une souveraineté populaire, est-ce que ça veut dire que la nation, elle commence en France en 1789 ou un peu plus tard? Et la deuxième question, qu'est-ce que c'est que cette étrange chose que la Grande-Bretagne pour vous? Une question très française. Oui, alors, il faut distinguer la conception et le baptême. Le baptême de la nation française, c'est juin, bien juin, pas juillet 1789, quand vous avez autoproclamation de l'Assemblée nationale. C'est là que le terme national entre dans le vocabulaire politique français. Et donc, le terme, oui, mais... Non, mais attends, ma réponse est en plusieurs temps. Donc, c'est quand même une date essentielle. Parce que désormais, la vie politique française va se cliver en fonction du rapport national. Bon. Mais évidemment, c'est le résultat d'une évolution sur plusieurs générations. Tout à fait évident. Comme je vous l'ai dit, l'hypothèse de la souveraineté populaire, enfin, je consacre deux assez longs chapitres à ça, et pour moi au carrefour de plusieurs données, qui expliquent pourquoi d'ailleurs ça a été facilité dans les pays de culture protestante. Vous avez un rapport religieux au politique qui est très différent du rapport catholique. Mais toujours est-il que vous savez bien qu'une bonne partie des élites politiques qui vont faire la révolution ont été influencées par le modèle anglais et par le modèle américain. Sans remonter aux Pays-Bas. Quand le président Barack Obama est allé aux Pays-Bas, on lui a montré le Placard, donc le grand texte théorique de la révolte contre Philippe II, qui est considéré par beaucoup de constitutionnalistes américains comme le modèle des déclarations du XVIIIe siècle. Donc il y a comme ça un mouvement qui remonte sur 2-3 siècles, qui colore un certain nombre d'élites,
Et c'est pas tout à fait par hasard si il n'y a pas que Lafayette, hein, si un certain nombre de révolutionnaires de 89, pas forcément de 93, hein, mais ceux qui mettent le branle et qui font que la logique est ensuite posée, éventuellement s'emballe d'ailleurs. Mais ça, si elle s'emballe, c'est peut-être le modèle français, justement. Ceux-là ont eu une expérience de l'indépendance américaine, de la fondation d'une république démocratique, qui est d'ailleurs hésitée, vous le savez, entre la République et la monarchie. On a proposé la monarchie à George Washington. Ça aurait été George Ier des États-Unis, sans doute, à ce moment-là. Et d'autre part, vous avez un modèle anglais, hein, un modèle anglais qui séduit de plus en plus ces élites. Hein. Donc, ça se cristallise à l'occasion des États généraux, etc., mais c'est déjà un travail d'acculturation de plusieurs générations. Ouais. Et on pourrait dire ça quand je vous dis que les jeunes Turcs apparaissent pour certains groupuscules, il faut qu'il y ait poursuite de l'effondrement de l'Empire ottoman, il faut qu'il y ait une géopolitique défavorable aux Ottomans, un empire ottoman désormais dirigé par les jeunes Turcs, parce que les jeunes Turcs sont au pouvoir en 14. Et pour que soit complètement liquidé, au moins en apparence, on voit bien ça en ce moment avec Erdogan, une structure ottomane et qu'on lui substitue à marche forcée, là pour le coup, une structure d'État-nation. Ce qui explique d'ailleurs qu'une des preuves de la modernisation de la Turquie, j'allais dire presque violemment, c'est le génocide des Arméniens. Parce que dans la perspective ottomane, on est dans la perspective des empires. Vous savez, est-ce que c'était Madame de Staël qui avait défini l'Empire ottoman comme Benjamin Constant, comme le despotisme tempéré par l'assassinat? Et bon, mais là, dans la logique de l'Empire ottoman, bien entendu, il vaut mieux déjà être musulman que chrétien ou juif, mais il y a quand même de subtils rapports de domination tempérée entre communautés. Et puis tout le 19e siècle ottoman, c'est progressivement la reconnaissance d'autonomie. Hein. C'est peut-être ça mieux que moi. Donc c'est tout à fait intéressant de voir comment l'Empire s'effondre comme ça, en reconnaissant peu à peu des logiques d'autonomie. Mais il n'en reste pas moins que quand Mustafa Kemal prend le pouvoir, c'est en se fondant sur une victoire nationale, à savoir une victoire des Turcs contre les étrangers. Et en particulier les pires des étrangers qui sont les Grecs. C'est les étrangers qui sont chez vous depuis toujours. Non, c'est encore pire. Et c'est là que se fonde Et alors là, vraiment, de façon systématique, le côté systématique de la révolution kémaliste est extraordinaire. Le changement d'écriture, enfin bon, tout ce que vous savez. Donc ça, c'est tout à fait impressionnant. Donc il y a des modèles qui produisent du volontarisme plus que d'autres, hein, ça c'est évident. Le modèle français est assez volontariste, hein, mais pas à l'échelle du kémalisme. Il a été, mais il n'est plus. Oui, bien entendu. Erdogan, une partie de la politique d'Erdogan consiste à dékémaliser complètement le pays, bien sûr. En même temps, il peut pas scier complètement la branche du national. C'est exactement comme les dirigeants chinois, ils ne peuvent pas démaoïser, parce que là, ils n'ont plus de branche. Donc, voilà. On peut désaliniser, mais on ne peut pas déléniniser, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus la branche sur laquelle. Là, Erdogan, il est quand même obligé de récupérer du kémalisme le nationalisme, y compris dans sa forme anti-arménienne, anti-kurde. Enfin, le paradoxe, c'est comme vous le savez, c'est que les Kurdes ont participé au génocide, ont été instrumentalisés dans le cadre du génocide des Arméniens, et qu'aujourd'hui, il y a des marranes, il y a des marranes arméniens en Turquie, évidemment. Et on a repéré qu'ils se mariaient avec des Kurdes. Donc, les dominés, les persécutés se retrouvent. C'est assez impressionnant. Mais pour le reste, Erdogan dékémalise à tour de bras, en réintroduisant en particulier une dimension islamique que Kemal avait mise vraiment tout à fait à la périphérie. Et la Grande-Bretagne? Ah oui. Alors là, franchement, c'est un laboratoire du national, mais oui. Parce que quand vous regardez les textes fondateurs de la Révolution de 1688, alors un peu les textes fondateurs, beaucoup les textes qui sont ceux qui suivent la Révolution. Je rappelle d'ailleurs que le mot révolution, dans son acception politique, vient de la Révolution anglaise de 1788, ce qu'on ne sait pas. Glorious Revolution. C'est daté, parce
Avant, c'était un vocabulaire de l'astronomie, la révolution des astres. Donc ça dit beaucoup de choses. Et vous avez l'enracinement d'un modèle qui fait... Alors, c'est toujours ça, culture protestante, les cas, culture dominante protestante. Il faut toujours penser à la culture dominante, la culture religieuse dominante. La France est un pays catholique, c'est pas un pays protestant. Point barre. Ah non, mais les États-Unis sont clairement un pays protestant. C'est comme ça. Bon. Le Royaume-Uni, il se construit à partir de 1888, Jacques II, etc. C'est le protestantisme, évidemment. Et évidemment, c'est donc une culture extrêmement biblique, beaucoup plus biblique que la culture catholique. Et en particulier, vous avez quantité de textes, alors des textes sophistiqués ou des textes plus vulgaires, plus populaires, mieux répandus, etc., qui assimilent le peuple anglais, mais le bon peuple anglais, celui qui a fait la révolution de 88, au peuple hébreu. Évidemment. Alors ça donne une énergie. Enfin, bon, voilà. Bernard, je prends le relais à partir bien sûr. du dilemme de la Grande-Bretagne. Mais pour en venir à ce que j'ai essayé de dire, le cas est très intéressant parce que le Royaume-Uni, on peut dire, c'est un État 4 nations. Ouais. C'est ça que je voulais dire, c'est ça le point que je voulais dire. La France est un État-nation. Le Royaume-Uni est un État 4 nations. C'est la question que je posais. Et ça, c'est son originalité. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui ne sont pas de vrais sujets politiques. Il y en a qu'un, c'est qui? Sinon, les autres ne revendiqueraient pas, en particulier les Écossais, le retour d'ailleurs à la indépendance. En fait. Mais c'est à ça que je veux en dire. C'est qu'au fond, en vous écoutant, ce qui me paraît être le très saillant de la thèse que vous défendez à partir d'une très riche enquête, travail historique, c'est qu'au fond, la nation, non seulement elle n'est pas une entité réactionnaire, régressive, etc., mais en fait, elle est facteur d'émancipation. C'est-à-dire qu'elle fabrique des sujets collectifs. Et d'ailleurs, donc l'idée même d'un artifice, comme vous dites, c'est ridicule. D'ailleurs, bah oui, qu'est-ce qui n'est pas déconstruit? Donc il y a des facteurs d'émancipation. Et on le voit bien, dans le cas écossais, c'est-à-dire que l'État 4 nations, ça peut se retourner contre les Anglais. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous n'accéderions pas au statut d'un sujet politique national? Sans vous dire que le protestantisme écossais est quand même très différent de l'anglicalisme. Oui, absolument, il est presbytérien. Mais la question pour moi derrière ça, c'est que si la nation est bien facteur d'émancipation, alors vous avez choisi le titre qui s'inspire clairement de celui de Renan, sur la nation. Vous avez peut-être trop peu insisté, me semble-t-il, là-dessus, et j'aimerais bien vous entendre, sur le rapport à l'histoire. Comment peut-on constituer un sujet collectif qui s'émancipe sans qu'il y ait un rapport à l'histoire, donc un récit? C'est ce que dit Renan. Il y a un héritage. Avant d'être un plébiscite de tous les jours, c'est un héritage. Et donc la nation est moins une identité ou une essence qui serait toujours identique à elle-même, c'est un fantasme, mais c'est une formation historique toujours en mouvement. Oui, mais j'adhère. Est-ce que vous iriez... mais j'adhère à ça. Non, mais j'ai aucun doute, mais voilà. je pose la question. Mais d'ailleurs, quand j'évoquais le fait que chaque mouvement national, pour simplifier, parce que c'est plus compliqué que ça, mais un mouvement national qui veut produire de l'étatique. Alors, c'est un étatique interne, parce que par exemple, il faut réformer en profondeur les institutions. Bien la plupart du temps, il s'agit de secouer une domination supposée extérieure, hétérogène, etc. Mais ce que j'appelais la mythologie nationale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se saisit de l'histoire qui, de toute façon, est déjà un discours en soi, mais on va le nationaliser, la nationaliser, et généralement assez efficacement, puisqu'il n'y a pas d'État-nation sans que s'établissent des universités, des systèmes scolaires qui vont, en choisissant évidemment leurs objets, nationaliser l'ensemble du passé pour en faire un destin du présent et de l'avenir. C'est-à-dire, dans le cas de la France, c'est extraordinaire, parce que là, on a des moments de rupture évidemment plus fondamentaux qu'aux États-Unis, sans parler de l'Angleterre ou des Pays-Bas. Eh bien, moi,
j'ai passé mon temps à la Sorbonne à me retrouver dans la salle Louis Liard où il y a un grand portrait de Richelieu. À l'Académie française, ça se comprend mieux, puisque nous remontons en 1635, enfin nous remontons, mais il y a eu une interruption de la Révolution française, donc il y a une recréation quand même. C'est ce que disait Peggy là, sur le coup de la création discontinue. On a fait quand même une recréation en 1695 qui s'appelle l'Institut de France, qui existe toujours ce soir. Aujourd'hui, il réunit en 5 académies. Mais il y a le portrait de Richelieu, sans parler du tombeau de Mazarin. Bon. Donc, effectivement, on peut faire travailler au national absolument tout. Bien sûr, Vercingétorix, alors allons-y, chef de tribu gauloise. Ça, c'est le génie du national. C'est le génie du national. Mais pour en venir au Royaume-Uni, je suis bien d'accord, quand un pays s'appelle Royaume-Uni, c'est bizarre. Oui. Ça veut bien dire qu'il n'est pas si unique que ça. On est bien d'accord. Alors la différence que je ferai, c'est que l'Écosse a tout, y compris ce soir, pour redevenir indépendante, parce qu'elle l'a été jusqu'à la fin du Moyen-Âge, que c'est une union personnelle, que les Stuarts règnent sur l'Angleterre et qu'ils sont d'origine écossaise, et non pas le contraire. Ça change beaucoup les choses. D'ailleurs, j'ai découvert assez tardivement que l'histoire était d'abord breton. Non, ce que je ne savais pas. Mais bon, du coup, la région de Dole, si vous allez à Dole de Bretagne, je crois qu'il y a un café qui en venant d'histoire. Enfin bref, les Stuarts ont réussi leur coup, ils sont fini par faire croire aux Écossais qu'ils étaient fondamentalement Écossais d'origine. Oui, alors, vous avez une histoire écossaise tellement spécifique que beaucoup de conditions sont réunies. Ceci posé, ce qui me paraît le plus intéressant, si je suis historien jusqu'au bout, c'est que je considère si possible, la plus longue durée tenable pour la réflexion. Puis, vers le haut, il y a la préhistoire qui est déjà largement, parce qu'on ne peut que superposer, anachroniquement parlant, des concepts de l'époque historique. Mais enfin, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce soir, les nationalistes écossais sont majoritaires à Édimbourg. Et ça fait un bon bout de temps qu'ils le sont. Or, si nous avions notre conversation en 1968, la question ne se poserait même pas. Je vous donne des chiffres. Le mouvement national écossais, c'est rien du tout dans les années 60. Donc voilà, ça fait réfléchir. Donc là, il y a l'Écosse. Alors après, le problème de l'Irlande, c'est que maintenant, il y en a deux. Il y a l'Irlande indépendante et il y a l'Irlande du Nord. Et que le problème de l'Irlande du Nord, c'est que son identité, c'est l'identité justement de ceux qui refusent de rejoindre le destin de l'Irlande majoritaire. Parce qu'en Irlande du Nord, ceux qui tiennent encore les lieux de commande sont les protestants. Aussi avec les catholiques. Voilà, non, mais voilà, on verra. Avec l'iconographie. Voilà, on verra. Les catholiques forment des enfants. Et quant aux Gallois, bon, il faudra voir. Mais je suis bien d'accord. C'est un. Alors moi, je dirais que c'est un modèle pré-national, puisqu'il n'y a rien qui s'oppose à des unions personnelles, etc. D'ailleurs, Norvège-Suède. Norvège-Suède, c'est déjà moderne, mais c'était Norvège-Danemark qui était l'union. Elle avait été danoise avant. Oui. D'ailleurs, je signale, si on pousse les observations jusqu'au bout, dans ce modèle norvégien, ce qui m'a toujours frappé, c'est que comme ça s'est fait de manière pacifique, ça s'est traduit par un cas sans doute unique de non, parce que je consacre pas mal de pages à la langue, évidemment, de non-purification de la langue norvégienne. Parce qu'en bonne logique, les nationalistes norvégiens du XIXe siècle ont dit et ont essayé de mettre en pratique, ils ont réinventé un norvégien rustique et dédanisé, puisque le problème, ce n'était pas les Suédois qui étaient les dominants politiques récents, c'était les Danois qui étaient les dominants politiques à l'ancienne, c'est-à-dire union personnelle, etc., et qui peu à peu avaient contrôlé, effectivement, la politique, mais surtout l'économie de la Norvège, et avaient largement danisé la langue norvégienne. Or, résultat, aujourd'hui, après 200 ans de mouvement national et 100 ans à peu près oui, même plus que 100 ans maintenant, d'indépendance, eh bien, c'est la langue impure qui l'a emporté. La langue impure, c'est-à-dire la langue norvégienne truffée d'éléments danois. C'est assez intéressant. Mais donc, voilà, oui, pour simplifier, c'est une révolution que je trouve éminemment moderne, celle de 1688, mais qui, surtout par la logique qu'elle lance, par la photographie instantanée de ce qui se passe vraiment en 1688, mais bon, renforcée sans cesse, au fond, dans les épreuves, bien sûr les épreuves du XVIIIe siècle, essentiellement, Bonnie et Prince Charlie,
c'est quand même une modernité politique qui, compte tenu des circonstances spécifiques de la Révolution de 1888, qui est quand même un règlement de compte entre élites, eh bien, qui garde des structures pré-nationales. Donc, le fait qu'on peut réunir des éléments, entre guillemets, hétérogènes, et que ça ne pose pas de problème. Oui, bien sûr. Oui, ça, je suis bien d'accord. Moi, je répondais sur un autre point, ce qui était que l'acculturation du national, alors, bien sûr, chez les Anglais, mais au-delà des Anglais, quand même, chez ceux qui, en Écosse, en Irlande, adoptaient ce point de vue, c'est fait aidé par la culture biblique qui assimilait le peuple anglais au peuple hébreu. Puis j'ajouterais, même pour l'Irlande, évidemment, les élites, comme vous le savez, sont des élites, pour simplifier, anglicanes. Et évidemment, elles sont balayées par la logique démocratique du XIXe siècle. C'est un peu ce que je disais pour les Ouïghours. Si vous êtes 90%, ben, vous avez raison. Ça ne discute plus. Et donc, l'hypothèse d'une revendication irlandaise qui est quand même assez forte, hein, Swift, etc., au XVIIIe siècle, mais qui est soutenue non pas par des catholiques qui n'ont pas voix au chapitre, mais par des anglicans, balayée comme fait une paille au XIXe. En revanche, l'Irlande du Nord, jusqu'à ce que la démographie, ce que vous disiez tout à l'heure, inverse les tendances, l'Irlande du Nord, c'était au contraire, là, un mouvement interclassiste, pour simplifier, de presbytériens. Donc, ce n'était pas du tout des anglicans. Ouais. Bernard, tu voulais? Je fais un recul au début de votre conférence, où vous parliez de l'URSS, l'internationalisme, etc. Mais il y a beaucoup d'arguments que vous avez évoqués qui restent très vrai aujourd'hui. La nation, qui se confond avec le nationalisme, etc. Ce qui me paraît être très juste. Mais la question qui est la nôtre maintenant en Europe, c'est plus l'URSS, c'est l'Union européenne. Oui, est-ce que cette forme d'union n'est pas piégée parce que précisément elle se fait dans la négation des nations? C'est une nouvelle question, ça. Oui, j'exclus pas du tout. Mais moi, si vous voulez, vous m'amenez l'historien à me projeter sur un avenir proche. Et donc là, je peux vous dire, je ne suis pas prophète. Mais je serais assez d'accord avec vous, puisque quand je citais le Brexit, c'était pour dire que l'Union européenne, le hasard faisait que c'était pour la remise de l'épée de Daniel Rondeau, justement, j'étais il y a 3 heures dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Le salon de l'horloge, hein, c'est Robert Schuman, le 9 mai 1950, avec Jean Monnet assis à ses côtés. Robert Schuman est politique et debout, Jean Monnet est assis. Et c'est le début, de ce qui va conduire à l'Union européenne. Hein, c'est-à-dire le 8 mai 45, plus 5 ans, plus un jour. 9 mai 50. Ça avait été... Bon, 1950, c'était un hasard, je veux dire, mais le 9 mai, c'était pas un hasard, c'était volontaire. Bon. Voilà, on n'a pas arrêté les horloges, justement. Donc, 8 mai, c'est l'effondrement d'Hitler, mais 9 mai. Bon, ben, l'Union européenne, à mon avis, est très malade. Voilà, très malade. Or, elle a représenté, me semble-t-il, pour le monde d'après la Seconde Guerre mondiale, justement, surtout à partir du moment où le modèle soviétique s'effondre, pour revenir 30 secondes sur le modèle soviétique aussi, d'ailleurs, dans un instant, eh bien, vous aviez un lieu qui a fini par s'appeler peu à peu, parce que là, je vous parle de la CK, évidemment, le 9 mai 50, c'est la CK, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Enfin, bon, c'est le germe de ce qui a été l'Union européenne, qui est pour moi, dans la volonté de ses fondateurs et de ses partisans, etc., le début de l'esquisse du commencement d'un État supranational. Ça doit aboutir, hein. Sinon, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et là, à mon avis, la machine est franchement grippée. Voilà tout ce qu'on peut dire. Alors, je reviens sur l'Union soviétique. L'Union des républiques socialistes soviétiques, même si ce n'est pas géographique, a généré des espaces politiques qui se sont appelés, d'ailleurs en poupée russe, c'est le cas de dire, république, puis des territoires, etc. Et ce sont évidemment les soviétiques qui ont inventé, là pour le coup, un Tadjikistan, un Kazakhstan, etc. C'est-à-dire qu'il y aurait vraisemblablement eu, en cas d'effondrement de l'Union soviétique,
des identités entre guillemets nationales, mais leur territoire, leur nom aurait peut-être été très différent. Et c'est le dominant qui a imposé cette structure-là. Mais au fond, c'est une version, alors la plus dure, plus durcie de ce que j'ai dit sur l'Empire espagnol. Et là, vous avez des structures. On comprend très bien pourquoi, enfin, je ne vous apprends rien, pourquoi, dès les années 20, avant même Staline, à fortiori sous Staline, ça ne s'est pas arrêté ensuite, il y a du lest qui est lâché en faveur de formes d'identité culturelle, c'est que ça permet d'évangéliser en profondeur, d'évangéliser à Lénine, bien sûr, les populations en question. Donc, on a intérêt à considérer qu'il y a un espace qu'on va qualifier de kazakh. D'ailleurs, c'est assez problématique, puisque pendant un certain temps, on l'appelle kirghiz. Enfin, c'est une autre affaire. Mais la machine nationale était quand même lancée, hein, fatalement. Alors, ce qui est assez ironique et très compréhensible, mais très ironique, c'est que, pour simplifier, dans beaucoup de ces pays que Bertrand Renouin connaît bien, mieux que moi, le dernier responsable communiste se transforme le lendemain matin en responsable national, voire nationaliste. Bon, il y a eu quelques cas où il y a eu un changement d'équipe, mais très souvent, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Il y a... oui, non, je veux juste... Il y a un facteur d'affirmation de la souveraineté dont vous parlez peu dans ce livre, mais dont vous parlerez sans doute dans le prochain, c'est la monnaie. Lorsqu'un État se crée, il crée sa monnaie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu justement avec l'effondrement de l'Union soviétique. Tout de suite, les Estoniens, par exemple, sont passés ont retrouvé leur couronne et ont adopté la couronne, s'est mise à circuler immédiatement. Alors qu'en Ukraine, au contraire, il y a eu 2 tentatives de création de monnaie. Je ne parle pas de la Biélorussie, où la monnaie officielle n'existait que dans les hôtels pour le petit déjeuner, et on ne savait même pas comment ça s'appelait, et on continuait à commercer en roubles. Mais c'est d'ailleurs De Gaulle, la veille du débarquement, il s'occupe de la monnaie. Quelle monnaie circulera dans les territoires libérés? Et il ne veut pas de la monnaie américaine, enfin, et il veut que ce soit le franc. Donc il y a quelque chose une affirmation qui est extrêmement importante, qui est de l'ordre du symbolique, et en même temps qui est tout à fait pratique, puisque c'est l'argent. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur le protectionnisme douanier, tout ça, bien sûr. Oui, ça se manifeste. Ça me permet de revenir d'ailleurs sur la question de l'emblème du monument et du rituel. J'y reviens en prenant comme exemple, entre autres, la vexillologie, donc l'art des emblèmes, le caractère de drapeau, d'étendard, etc. Et pour comprendre l'histoire de l'Afrique du Sud, il suffit de regarder les 3 drapeaux successifs de l'Afrique du Sud, on comprend tout. Et le drapeau actuel est vertigineux, c'est très intéressant, puisque en fait, c'est le drapeau de l'Afrique blanche, le suprématisme blanc quasiment de l'apartheid, mais déchiré en partant de la gauche par les couleurs de l'ANC. Mais l'ancien drapeau n'a pas disparu. À mon avis, c'est tout le sens de la fragile. Bon, bien entendu, on ne sait pas. Et alors, du coup, je me suis dit, mais puisque c'est ça le drapeau, mais quel est donc l'hymne? Alors, l'hymne, c'est encore plus extraordinaire. Chaque couplet a une langue différente, puisque les langues officiellement reconnues par l'Afrique du Sud sont en nombre considérable. Il y a donc plusieurs langues qui se partagent les couplets. Donc, ça dit beaucoup de choses. Alors, on pourrait dire de l'utopie, d'ailleurs, sud-africaine, en tout cas du modèle politique. Et quant à la mélodie elle-même, eh bien, c'est une mélodie méthodiste qui vient du pays de Galles, amenée par les missionnaires. Non, mais c'est... donc, vous comprenez ce que c'est que l'Afrique du Sud, que c'est pas l'Algérie, que c'est pas le Congo. Je trouve ça fascinant. Ouais. Oui, justement, le drapeau du Royaume-Uni est un composite du drapeau anglais. Ils ont même inventé à cette occasion une croix irlandaise qui n'existait pas. Et le drapeau écossais. Ouais, voilà. Et je voulais Croix de Saint-André. n'est pas représenté d'ailleurs. Hein? Le pays de Galles n'est pas représenté. C'est pas représenté. Voilà. Je voudrais que vous évoquiez justement, parlant de la géographie proche, l'Espagne et ses nationalités, et on va beaucoup plus loin.
lointain, la question ukrainienne qui était un peu abordée. Alors, je parle un peu de la Catalogne, je parle déjà plus de l'Ukraine. Si vous voulez, par exemple. Tu peux en dire quelques mots. Bah, disons que l'histoire, alors je ne veux pas me couvrir de ridicule, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire russe, mais ce que je comprends par rapport à mon étude et un peu à ma thèse, c'est que, évidemment, là je vous apprends rien aussi, l'identité russe s'est forgée à travers quand même plusieurs déplacements et géographiques et culturels, qui font que ce qui est aujourd'hui l'Ukraine pouvait être considéré comme le berceau de la Russie. Donc un rapport complexe. Quand la Russie renaît, ou plutôt naît sous la forme qu'on connaît, elle est déplacée vers l'Est par rapport à ce qui sera plus tard l'Ukraine. À ce qui sera plus tard. Deuxièmement, Ukraine, comme vous savez, ça veut dire marche. Donc zone frontière. Donc il n'y a rien de plus problématique qu'une zone frontière. Et d'ailleurs, la situation actuelle en Ukraine, le gouvernement, l'État ukrainien ne contrôle pas tout le territoire de l'Ukraine. C'est quand même un cas. C'est pas le seul cas, mais c'est quand même un cas très significatif de ce que la question ukrainienne n'est pas complètement réglée du point de vue de la Russie, dans tous les cas. Donc il y a cette situation de marche. Et d'ailleurs, pour simplifier, je dirais la Biélorussie, parce qu'on pourrait se dire, mais l'identité biélorusse, bon, Bertrand Renouin l'a suggéré, déjà, on le sait, il n'y a qu'à voir la géopolitique biélorusse, quand même très limitée par rapport quand même au grand frère russe, qui est toujours là, plus que jamais, même. Et par ailleurs, c'est quand même une identité qui a pris le large très progressivement, à partir d'un simple constat qu'on peut faire, qui est que c'est la zone russe qui n'a jamais été dominée par les Tatars, mais par les Polonais. L'Ukraine, c'est plus compliqué déjà. Vous savez que vous avez le destin cosaque. Donc, la Biélorussie a échappé à la domination tatare. Et ça c'est quand même un élément important alors, de la mythologie russe, mais aussi de la réalité russe. Donc, je vous renvoie au début du film d'Eisenstein. Puisque Alexandre Nevsky, c'est effectivement celui qui repousse les Germains. Enfin, lui, en revanche, il négocie avec les Tatars. Bon, le film ne le dit pas. Non, il ne le dit pas. Oui, il y a certaines qui disaient que Et plus gratté que sous le russe, il y avait le tatar. oui, ça, il y a un autre problème. Mais donc, pour moi, des éléments d'identification ukrainiens sont effectivement relativement récents quand même, mais moins fragiles que ceux des Biélorusses. Ça, c'est tout à fait clair. Et puis, il y a une sorte, y compris dans le fait que l'Ukraine a imposé l'idée qu'il y a eu un génocide voulu par Staline, ce qui est, vous savez, un point discuté par les historiens, pas par les historiens ukrainiens qui sont tous d'accord là-dessus, mais moi je ne vais pas me prononcer, mais ce qui est intéressant, c'est la construction d'une identification ukrainienne récente sur une série de martyrs. L'Ukraine, pays martyr des Allemands, mais pays martyr aussi des Russes, la preuve par le génocide. Donc on rejoint toujours cette situation de marche, c'est-à-dire culture slave, mais une géopolitique qui fait qu'il peut se construire presque en creux par rapport, pour simplifier, à une hypothèse polonaise et une hypothèse russe. Mais ce ne sont pas des conditions si fragilisantes que ça. Je crois que la Biélorussie, c'est déjà autre chose. Et quant à l'Espagne, vous évoquiez l'Espagne. L'Espagne, la question des nationalistes. Oui. Mais le catalan et le basque semble avoir été résolu. Oui, semble. Il semble. Semble, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'avait surtout intéressé, si vous voulez, moi je constate, effectivement, expérimentalement, qu'il y a des lieux où ça s'enracine, des lieux où ça ne s'enracine pas beaucoup, voire pas du tout, où ça a été déraciné de diverses façons. On peut s'interroger d'ailleurs sur la Corse. Là, pour le coup. La Corse n'est pas la Bretagne, ça c'est tout à fait clair, parce que les deux histoires ne sont pas les mêmes, et au XVIIIe siècle, comme ça seulement, il y a un moment corse, mais qui se referme. Pour ce qui est de la Catalogne, moi ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'on pouvait faire un parallèle paradoxalement avec le nationalisme chinois. C'est-à-dire que vous aviez là la catégorie de mouvements nationalistes au sens de libération nationale, bien sûr, qui pouvaient s'adosser assez largement aux classes moyennes locales.
Donc il faut déjà avoir des classes moyennes, et la Catalogne en a pas mal par rapport à la Castille, je parle du XIXe siècle. Et les classes moyennes, comme les classes moyennes chinoises, qui soutiendront le Kuomintang, contre les étrangers, leurs intérêts, effectivement, c'est plutôt l'émancipation, l'autonomie, face à des structures de domination, disons par castillane, pour simplifier. Et donc le mouvement national, ça a été étudié d'assez près, le catalan du XIXe siècle, hein, fondateur, sur le modèle, évidemment, des mouvements de libération nationale de bien d'autres pays, y compris d'ailleurs de l'Amérique latine, est assez bien enraciné dans, on va dire, la bourgeoisie, disons, barcelonaise. Et ça lui a donné une force. Il y a un historien français, Stéphane Michonneau, qui avait travaillé sur la recatalanisation de Barcelone au XIXe siècle, un peu systématique, des municipalités avec des tendances plus ou moins autonomistes, qui éradique par exemple toute référence castillane dans l'espace barcelonais. Enfin, c'est très intéressant. C'est bien antérieur aux enjeux du XXe et du XXIe. Donc là, on sent bien que le catalanisme c'est bien implanté depuis 2 siècles, qu'il a des atouts. C'est clair, on ne pourrait pas en dire de même de la Galice, de Valence, même de l'Andalousie. Le paradoxe, c'est que quand les Catalans veulent vraiment passer aux choses sérieuses, alors qu'ils ont le pouvoir, il faut justement qu'ils prennent des moyens qui ne sont pas possibles dans l'Union européenne. C'est-à-dire créer une monnaie et créer des barrières douanières. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant si on ne marque pas très clairement les limites? Oui, bien sûr. Et je crois qu'il n'avait pas du tout envisagé d'ailleurs. C'est une des raisons de leur échec, c'est qu'ils n'ont pas voulu les moyens étatiques de leur politique. Voilà. Donc, c'est raté. Guillaume, quelqu'un voulait poser deux questions. Alors la première, pensez-vous qu'il y a des tailles critiques minimum ou maximum entre lesquelles peuvent exister une nation, et à partir de quel niveau peut-on passer de la tribu à la nation? Et la deuxième question, je vous peut-être attendre de voir de celle-ci. Alors, tribu et nation, c'est sur un autre plan pour moi, c'est-à-dire que c'est le peuple avec un petit p qui devient grand peuple avec un grand p. C'est-à-dire que tout ça, c'est du vocabulaire très discutable, souvent a posteriori ou occidental. Moi, je préfère dire peuple, ça me paraît plus neutre, plus unificateur aussi. Peuple avec un petit p, moi je dirais les peuples barouillards, mais à un autre moment, les anthropologues vous auraient dit il y a la tribu des barouillards. Après, il peut y avoir des distinctions subtiles dans lesquelles, dans des détails desquels je n'entre pas, entre plusieurs niveaux d'intégration, bien sûr, le clan. Mais non, en revanche, la question de la taille critique est légitime, mais je pense que très souvent, ce genre de question se dilue un petit peu dans des zones grises où on passe insensiblement effectivement à une autre entité. Je consacre une page, je crois, à un pays que j'aime beaucoup à titre personnel, si je peux me permettre de mettre de l'affect là-dedans, qui est le Luxembourg. Le Luxembourg, les Français et les Allemands rigolent, c'est micro-État, grotesque, etc. Ben non, je trouve que c'est assez remarquable parce que, effectivement, les conditions dans lesquelles apparaît une entité luxembourgeoise du XIXe siècle sont arbitraires. C'est vraiment très lié à des règlements de succession néerlandaises, je ne vais pas entrer dans le détail. Sauf que d'abord, il y a un vivre ensemble politique qui, quand même, peut créer les conditions d'une identification nationale. Et puis, il y a 2 occupations allemandes, 14-18 et 40-45, disons. Et il se trouve que j'ai eu plusieurs étudiants luxembourgeois, dont 2 ont travaillé sur l'occupation allemande de Luxembourg. Et suivant un schéma bien connu, quand les Allemands du Troisième Reich sont arrivés en 1940 au Luxembourg, ils avaient en face d'eux, aussi bien pour simplifier des élites que pour simplifier des classes populaires, qui n'étaient pas forcément absolument hostiles, puisque la culture, effectivement, c'est assez Renan versus Strauss et les autres, c'est-à-dire, effectivement, où est-ce que les Alsaciens veulent se retrouver? Est-ce qu'ils en 1870? Est-ce qu'ils sont français
parce que plébiscite de tous les jours, ou est-ce qu'ils sont allemands parce que germains, fatalement, de toute éternité. Donc c'est ce que dit le Führer quand il est devant la cathédrale de Strasbourg en 1940 et qu'il dit, en montrant la cathédrale, vous ne pensez pas qu'on aurait pu leur laisser ça, les Français. Vous êtes germains de toute éternité, la preuve, c'est la cathédrale de Strasbourg. Bon. Donc pas de plébiscite. Pas de plébiscite. Bon, dans le cas du Luxembourg, ces élites et ces classes populaires et compagnie ont été évidemment refroidies tout de suite parce que les nazis leur ont dit, mais de toute façon, vous êtes allemands. Il y avait une erreur, la deuxième carte. Mais... Donc, pas question de vous accorder la plus petite once d'autonomie. Et là, les Luxembourgeois étaient là, en train de se tortiller en disant, vous pourriez peut-être... Ah non, pas du tout. Alors, effectivement, bon, le résultat de 4 ans d'occupation allemande, avec persécution, résistance, etc., a forgé, après la première occupation, une identité luxembourgeoise assez forte. Pour simplifier, le français était comme en Belgique, le flamand, la langue des élites, il s'est mieux diffusé au sein de la population. Et puis surtout, la pratique du luxembourgeois a progressé sur un siècle, avec des mesures du volontarisme, d'apprentissage du luxembourgeois à l'école. C'est ce que m'avaient expliqué mes étudiants, qui étaient évidemment, dans la moitié des cas, des immigrés de deuxième génération. Car vous savez que la langue que vous entendrez, la langue étrangère que vous entendrez, même presque la langue que vous entendrez le plus parler à Luxembourg, c'est le portugais. Une très grosse immigration portugaise. À l'échelle du Luxembourg, mais en pourcentage. Ça fait entre 35 et 40% de la population, des étrangers. Des étrangers de Luxembourg. Ben voilà un pays. Alors on peut dire, bien entendu, avec la prospérité, tout est plus facile. Bref, toujours est-il que le Luxembourg intègre ces étrangers. Alors effectivement, le fait que ce soit plutôt des étrangers européens, de culture catholique, parce que n'oublions pas que effectivement les étrangers sont catholiques. Bon, ça a facilité les choses. En tous les cas, vous avez un pays qui actuellement intègre sur 2-3 générations ces étrangers sans qu'apparemment ça pose de gros problèmes, et où la langue luxembourgeoise est plus parlée qu'il y a 100 ans. Alors c'est intéressant comme expérience. Alors, je veux bien que ce soit un micro-État, mais bon, voilà ce que je peux dire. Du coup, j'ai une deuxième question, pardon. N'y a-t-il pas dans le... Alors là, on bascule de l'autre côté de la Manche. N'y a-t-il pas dans le nationalisme écossais la volonté de créer un nationalisme moderne, entre guillemets? Un nationalisme moderne, entre guillemets, qui se fonde d'une part sur le rejet du néolibéralisme thatchérien et sur le refus d'une base, disons, ethnique qui se veut écossaise et écossais et écossais. Oula, oui, d'accord, on va corriger. Qui se veut écossaise. Si on prend un exemple, un député écossais du Parti nationaliste écossais, était originaire de Dijon, une pakistanaise, est devenue parlementaire écossaise du SNP. Oh, je vais arriver. Alors, je ne sais pas si c'est une forme moderne, c'est-à-dire que moderne est entre guillemets. Une nation, mais en tout cas, une nation sans doute, mais un État-nation, c'est une machine à intégrer. Sinon, il se désintègre. Donc, il est évident qu'on pourrait en dire autant de la France. Moi, il se trouve que j'étais assez fier de prendre l'initiative, il y a une dizaine d'années, d'un dictionnaire qui s'est appelé le Dictionnaire des étrangers qu'ont fait la France. Et ça a consisté, c'est 1 millier de pages avec son bouquin. C'était un travail collectif de 60 personnes, etc. J'étais même étonné que personne n'ait eu l'idée de faire un dictionnaire comme ça avant. Bon. Et ça consistait à présenter à la fois des notices collectives, arméniens, allemands, hein, et puis des notices individuelles. Alors, il fallait faire des choix. Bon, voilà. On a fait des choix. Et on y a mis même des vivants, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on met des vivants? C'est toujours très gênant. On a mis des vivants. Et le lancement a eu lieu à la Porte Dorée, que vous connaissez sans doute, qui est quand même un endroit à la fois problématique et passionnant, parce que cité nationale de l'histoire de l'immigration. Ancien musée des colonies. Ah oui, des colonies, de la France d'outre-mer, des arts africains et océaniens. Donc le changement de nom et de l'ère de collection est très significatif. Bon, ça résume, en effet, presque 100 ans d'histoire française. Et donc, cette soirée-là, on a fait venir plusieurs des personnes qui étaient dans le dictionnaire, qui étaient vivantes. Il y a Toby Nathan, qui a fait rire tout le monde, parce qu'il a dit, nous autres juifs égyptiens, parce qu'il est né en Égypte, vraiment, on était extrêmement perturbés, parce qu'on lisait dans la Bible que les
les Juifs sont partis d'Égypte, nous on y habitait. Enfin bon, c'était très bien. Et la dernière personne qui est intervenue, qui a parlé 20 minutes et qui était très impliquée, c'était Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et moi je me disais, mais quand même, la France, c'est un pays assez admirable, parce que le Premier ministre de la Troisième République s'appelait Gambetta. Et jusqu'à ce que je fasse ce dictionnaire, pour moi, Gambetta étant né à Cahors, bon, il était né français, mais pas du tout, il a été naturalisé à 21 ans. Il était italien jusqu'à 21 ans, Gambetta. Le Premier ministre de l'Intérieur français est un naturalisé à 21 ans, et le ministre de l'époque va se naturaliser à 21 ans. Il disait, ben oui, j'allais pointer régulièrement pour le renouvellement de ma carte de séjour. Il disait Valls, et je n'étais pas toujours bien reçu, disait-il, en sachant bien ce qu'il disait pour faire carrière à la République. Hein. Mais voilà, donc je trouve assez remarquable un pays, parce que ministre de l'Intérieur, c'est pas sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Ministre de l'Intérieur, vous avez 2 naturalisés comme ça au debout. Bon, voilà. C'est le fait qu'il y ait des députés du Parti national écossais, parce que je réponds à cette question, hein, qui soient originaires de Dijon, ben, ça me paraît, c'est normal, voilà. Et c'est pas spécifiquement moderne, ça me paraît tout à fait normal. C'est-à-dire que si vous cherchez, effectivement, regardez en dictionnaire les entrepreneurs, les sportifs, les philosophes d'origine, et puis voilà. À l'heure actuelle, vous savez bien que l'un des enjeux en Allemagne, c'est l'intégration des Turcs, qui sont d'ailleurs souvent des Kurdes, alors ils sont Turcs ou Kurdes. Donc, pour l'instant, il semble que la machine à intégrer allemande fonctionne. Fonctionne. Il y a déjà quand même un certain nombre d'hommes politiques allemands qui sont d'origine, enfin, deuxième génération, qui sont d'origine turque. Voilà. La situation économique compte beaucoup. Sans doute. Dans un pays prospère. Parce que en Écosse, par exemple, s'ils n'avaient pas les revenus du pétrole, qu'est-ce que c'est que l'économie écossaise? Sans doute, oui. Non, mais moi il y a des circonstances qui font qu'effectivement, bien sûr, qui n'expliquent pas tout, non, mais qui sont des éléments qui font basculer les... Oui. Alors, on peut s'interroger à perte de vue sur le contenu de chaque identification nationale. Il y a peut-être des récits mythiques plus accueillants que d'autres. Ça, c'est quand même possible. Hein. Mais je suis d'accord avec vous que la dimension économique est importante. Donc, moi, j'essaie simplement. En tous les cas, la fondation d'un État-nation n'est pas contradictoire avec l'intégration. Au contraire, l'État-nation ne peut survivre, surtout aujourd'hui, sans ses capacités d'intégration. Sinon, là, en effet, ça pourrait être un élément de fracture, bien sûr. Et d'ailleurs, la France, comme vous le savez, quand même assez beau modèle d'État-nation, a été jusqu'à une période récente un pays d'immigration, et non pas d'émigration. Et surtout, en sens inverse, un pays comme l'Espagne, un pays comme le Portugal, un pays comme l'Allemagne, etc., étaient des pays d'émigration. C'est évident que le rapport à l'étranger est du coup différent. Mais la France a intégré. La machine à intégrer française, alors est-ce que c'est en train de se gripper? On verra bien. Mais moi je vois ça sur 2 siècles. Oui. A fonctionné. Bien fonctionné. Bien entendu. N'oublions pas que dans les années 1840, il y a quand même des pogroms anti-belges. Oui. Ah oui. Les Belges nous retirent notre pain, le pain de la bouche. À mort, les Belges. Dans les lignes du Nord. Etc. Je vais passer la parole à Bernard. L'autre Bernard. Oui. Quand vous avez parlé d'Achille, vous n'avez pas évoqué le petit peuple tibétain. Oui. Qui s'est foutu pour eux. Non, alors je les évoque en même temps que les Ouïghours. Là, donc, je n'allais pas répéter mon livre dans tous les détails. J'ai pris les Ouïghours, parce que là, c'est un cas extrême, car je ne mettrai pas exactement sur le même plan les deux, c'est-à-dire, incontestablement, les Han cherchent à noyer l'identité tibétaine dans la démographie. Ils ont plus de mal. Ils ont plus de mal pour plusieurs Parce que c'est plus haut. Non, mais c'est vrai. La géographie. La géographie, le climat, etc. Enfin, bon, surtout en ce moment, dont les rats auraient tendance à traîner les pieds. Et puis, donc ça, c'est le présent, sans doute le futur proche. Et dans le passé, il faut savoir, parce qu'il ne faut pas non plus être caricatural, c'est que la culture tibétaine est beaucoup plus présente dans la culture chinoise qu'on ne le croit, et pas forcément c'est pas simplement une présence exotique, c'est une présence plus intriquée. La dernière dynastie chinoise, la dynastie Mandchoue, était sur le plan religieux très marquée par le Tibet.
Et symboliquement, d'ailleurs, il y avait à Pékin un grand palais qui attendait régulièrement les venait le Dalai Lama de l'époque. Donc, bon, le rapport était un peu différent. Bien entendu, à partir de la modernisation politique du XXe siècle, la Chine a agi comme une puissance impérialiste au Tibet, on est bien d'accord. Oui, ils ont beaucoup de chance. Ah, là, franchement, je ne suis pas prophète, je vous dis, ça a pris du retard par rapport à ce qui se passe chez les Ouïghours. Pour l'instant, c'est réglé. Les Ouïghours sont noyés sous une majorité Urumqi est devenu Vietnam, etc. Mais Lhasa, d'après ce qu'on m'a dit, Lhasa est devenu Vietnam, une ville chinoise. Et évidemment, ce qui reste à la Chine, c'est la folklorisation de tout ça. Parce que si vous allez en Chine, ça, vous pouvez voir sur les écrans des télévisions de vos chambres d'hôtel, voir quantité de chaînes régionales, où on parle tibétain, où on parle ouïghour, alors pas de problème, l'essentiel c'est que ce soit folklorisé. On ne peut pas y aller, hein. Même quand on est en Chine, il faut une autorisation spéciale pour Oui, ah oui, tout à fait. Chez les Ouïghours. Oui, tout à fait. Ouais. Mais disons que le Tibet a un peu plus de ressources, sauf que si ça continue comme ça, s'il n'y a pas plein de choses, s'il n'y a pas effondrement du pouvoir central chinois, il aura le destin ouïghour avec peut-être un siècle de retard. Mais une fois de plus, je ne suis pas prophète. Et si j'extrapole. Chers amis, on va arrêter cette réunion tout à fait passionnante en remerciant Pascal Horry. J'espère que vous reviendrez parmi nous. Volontiers. Dans des conditions tout à fait normales. Voilà. Mercredi prochain, il n'y a pas de réunion parce que c'est de vacances. Oui, mais on est déjà en vacances. Normalement, vous êtes déjà en vacances. Nous reprenons avec Chieb Nasser, directeur de la Fondation de l'Islam de France, ancien auditeur des Mercredis d'Anar, sur la question de l'islam, justement. Et après, on reçoit Marcel Gauchet. Voilà. À très bientôt.